Une minute, monsieur l'évêque. Vos manches? Oui. Bon. Claude, j'arriverai jamais à couper. Je peux pas parler des revendications de l'Algérie sans parler du colonialisme. Il y a trop de choses importantes à dire. Vous dites ça avant chaque émission, René, et vous débrouillez toujours pour arriver dans les temps. Ça va aller. Et ça va bien aller. Dans 30, tout le monde. Dans ce studio, une équipe de Radio-Canada va tâcher s'étonner encore à l'aide Prenez vos manches. de cartes géographiques, de tableaux noirs, et avec tous les moyens du bord, de jeter un coup d'œil sur les principaux événements de chez nous et d'ailleurs. En faisant de son mieux, à tout le moins, de ne pas les obscurcir davantage. Et cette fois-ci encore, pour vous accompagner à travers ce labyrinthe hebdomadaire, voici René Lévesque. Et aussitôt dit que fait, parce que tout de suite, si vous voulez, dès cette première émission, eh bien, on va sauter en effet à 2 pieds joints, dans ce qui, pour nous, en tout cas, est un véritable labyrinthe, presque incompréhensible. Mais en même temps, c'est un des plus sérieux problèmes qui se posent dans le monde d'aujourd'hui et qui est en pleine actualité, parce que on peut dire que c'est le seul problème, le seul qui se pose d'une façon vraiment urgente dans ce pays que nous connaissons bien et où, il y a quelques jours, 80% des électeurs ont déposé littéralement tous les pouvoirs entre les mains du général de Gaulle. Ce problème, eh bien, c'est celui de l'Algérie. Et on peut dire que si au mois de juin, le général de Gaulle est revenu au pouvoir après 12 ans d'absence, et si, il y a quelques jours, le 28 septembre, on a voté si nombreux pour lui en France, c'est-à-dire pour lui garder encore pendant quelques mois des pouvoirs absolus, et pour lui donner ensuite aux élections qui viennent un État solide et stable, et dont lui-même demeurera l'arbitre suprême, comme on dit, eh bien avant tout, et là-dessus il n'y a pas de discussion en France en ce moment, tout le monde est d'accord, même les adversaires, avant tout, c'était pour qu'il trouve une solution et qu'il la fasse appliquer, et au besoin qu'il l'impose, à cette guerre d'Algérie qui dure depuis 4 ans. Cette guerre d'Algérie, qui il y a quelques semaines seulement, a franchi la Méditerranée et a débarqué, pour ainsi dire, dans la vieille France métropolitaine sous la forme du terrorisme le plus impitoyable, des attentats en pleine nuit, qui pour l'instant sont dirigés surtout sur les agents de police. Ce qui fait que dans ce pays, par ailleurs tranquille, étonnamment calme, eh bien, à tous les carrefours importants, en ce moment, on peut voir des images qui sont indiscutablement des images de la guerre d'Algérie. Entouré de gamins qui trouvent ça formidable. Désormais, monsieur l'agent de police, il est armé d'une mitraillette chargée, et qui, à certains soirs, dans certains quartiers, fait crépiter brusquement l'obscurité. L'obscurité de ces petites rues misérables, avec des taudis qui sont bien plus infects que ce que nous avons de pire chez nous, et où vivotent, en s'accrochant à quelques lambeaux miteux de leur Afrique, des milliers d'Algériens musulmans. Un peu partout en France, ils sont 400 000 qui s'entassent ainsi dans les emplois les plus pauvres et dans les maisons les plus délabrées, et qui, tout en continuant à faire des enfants, tâchent aussi de mettre quelques sous de côté pour nourrir ceux qu'ils ont laissés en Algérie, et qui se sauvent par pudeur et par méfiance quand les curieux viennent voir leur misère. Et après avoir vu ainsi, à la sauvette, comment se pose cet atroce problème algérien, comment il se profile sur la vieille France métropolitaine, eh bien, naturellement, puisqu'on était là, on avait envie d'aller voir aussi comment il se pose chez lui en Algérie. Mais, et aller voir ça avec nos yeux à nous, de Canadiens, qui sont peut-être pas des yeux d'aigle, mais qui s'ouvrent aussi grands qu'ils peuvent, et après tout, qui sont les seuls que la Providence nous a donnés pour voir ce qui se passe. Mais malheureusement, les circonstances, des circonstances qui n'étaient pas l'effet du hasard, n'ont pas voulu. Ça ne sert à rien d'insister, parce que ce serait une histoire, de toute façon, qui serait plus amusante à écouter qu'à raconter. De toute façon, ce tableau algérien, que les circonstances nous ont empêchés de contempler, il est pas mal connu dans ces grandes lignes depuis 4 ans qui fait le tour du monde. Dans cette Algérie, vous avez 9 millions de musulmans, de gens qui ont la langue et la religion de Mahomet, et en face, ou à côté d'eux, vous avez 1 million d'Européens d'origine française, italienne ou espagnole. Or, il y a 4 ans, en 1954, chez les musulmans d'Algérie est apparu ce phénomène central de l'après-guerre, le nationalisme intraitable et vite impitoyable, des hommes qui ont vécu longtemps sous la domination d'autrui. Et ça a pris la forme de la rébellion des maquis du FLN, le Front de la Libération Nationale, les rebelles musulmans algériens. Et ce nationalisme était alimenté évidemment par le fait que des deux côtés de l'Algérie, au Maroc et en Tunisie, on venait d'obtenir l'indépendance. Et on est arrivé ainsi, après 3 ans et demi de guerre, à ce mois de mai, ce printemps dernier, alors que, parce qu'ils craignaient qu'à Paris, le gouvernement français, de guerre lasse, finisse par adopter la même solution pour l'Algérie que pour le Maroc et la Tunisie,
Eh bien, les Européens et au moins une partie de l'armée d'Algérie se sont soulevés. Et à Paris, le gouvernement est tombé, et avec lui la 4e République, et le général de Gaulle est revenu au pouvoir pour entendre proclamer à grands cris par ces Européens et ces militaires à Alger leur solution à la guerre d'Algérie qui s'appelle l'intégration. Or, l'intégration, c'est un mot à deux faces. Ça peut avoir un sens politique, et alors ça voudrait dire que désormais, vous auriez 45 millions d'Européens, 44 millions en France et 1 million en Algérie, qui voteraient en même temps et de la même façon qu'une minorité de 9 millions de musulmans. Et ce sens politique de l'intégration, c'est celui que préfèrent, naturellement, c'est humain, les Européens d'Alger. Mais ça peut vouloir dire aussi intégration, et c'est justement le sens que le général de Gaulle vient de lui donner ces jours-ci, ça peut vouloir dire avant tout un phénomène social et économique, c'est-à-dire l'intégration en Algérie des deux communautés, les musulmans et les Européens. Ce qui reviendrait à dire d'élever le plus vite possible le niveau de vie des musulmans, dont la majorité sont dans la misère et l'ignorance, au même palier que celui des Européens. Et avec ces grandes lignes, tant bien que mal placées dans notre esprit, puisqu'on ne pouvait pas aller voir ce qui se passait en Algérie, on est allé voir en France, puisqu'après tout, c'est la vieille France métropolitaine qui paye pour cette guerre d'Algérie. On est allé voir d'abord dans la rue ce qu'on en pense de cette guerre, au hasard, juste assez longtemps pour constater d'abord que, c'est pas unanime évidemment, que très souvent il y a des gens qui hésitent plutôt à se prononcer, ce qui se comprend, mais ce qui n'empêche pas qu'on rencontre aussi parfois des attitudes qui sont superbement catégoriques. Écoutez, je crois que tout bon Français voudrait voir ça finir, parce qu'enfin, c'est lamentable, une chose comme celle-ci. Ces tueries-là, vous savez, je crois que les hommes et les femmes ne sont pas pour ça. Tout le monde est pour la finition de cette chose-là, mais dans une façon honorable pour la France. Car l'Algérie nous appartient et restera à la France, à mon avis. J'ai mon fils en Algérie, mais je crois que il faut que ça finisse, mais alors d'une façon honorable pour nous. Mais si, excusez-moi de vous pousser un peu, mais si les musulmans qui aujourd'hui forment le FLN, par exemple, continuent à se battre, et ça se répand jusqu'en France avec le terrorisme, est-ce que la négociation ne serait pas la seule façon? Moi, je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Et vous croyez que ça peut finir quand même? Je crois sincèrement. Est-ce que le terrorisme... Oui, sincèrement, parce que je crois que, d'ailleurs, interroger tous les soldats qui sont par là, ils vous diront que vraiment, si on voulait, la guerre serait finie depuis longtemps. En la faisant plus durement? Oui. Oui, absolument. Et vous, monsieur? Ben oui, moi je suis d'avis de monsieur aussi. Je suis entièrement de son avis parce que j'estime que le FLN, ben écoutez, dans le fond, on devrait pouvoir les arrêter, ces gens-là. Apparemment, on peut pas. Raison, ils ont souffert, c'est un fait, parce qu'il y avait beaucoup des colons qui les ont exploités, c'est un fait. Ils sont révolutionnés pour une bonne raison, parce qu'ils ne gagnaient pas leur vie. Mais aujourd'hui, puisqu'on leur propose des conditions qui sont les mêmes que les nôtres, ils devraient accepter à ce moment-là. Alors l'intégration, ça serait, c'est vraiment la solution, votre avis? Mais oui, Absolument. mais oui. Si on la refuse chez les gens d'Algérie, comme il paraît-il, enfin, c'est ce qu'on a dit, que ça pourrait être refusé, alors qu'est-ce que Alors là, ça dépasse nos compétences. Écoutez, moi je crois que le général de Gaulle, il faisait assez puissant en Algérie pour pouvoir arriver à une solution, parce que d'ailleurs on en a eu des preuves quand il a été là. Il est acclamé partout. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'elle se termine le plus rapidement possible. Mais je ne pense pas, si on répond oui au référendum, la guerre d'Algérie se termine demain. Ah, je ne le pense pas. De toute façon, je crois que dans 5 ans, l'Algérie sera indépendante. est-ce que ce sera acceptable? Nota bene, je ne fais pas partie du FLN. J'espère bien, Non, je ne fais pas partie. Mais je trouve qu'on a eu tort de laisser s'installer le FLN, justement. Il aurait fallu les écraser beaucoup plus tôt, ils étaient moins... Là, vous parlez du passé, maintenant ils sont installés, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, c'est beaucoup plus difficile, mais j'espère qu'on y arrivera. Comment? En négociant? Ah, ça, alors là, ça dépasse mes compétences. Ce que vous pensez de l'Algérie, même si c'est purement français, vous pourriez nous dire ça? C'est délicat. Ah, on comprend que c'est délicat, c'est le mot que j'ai employé, mais enfin... Comme vous êtes 40 millions à payer la casse, je suppose que vous avez une opinion. Ah ben non, mieux que ça s'arrange. Mais comment? Voilà. Eh ben comme avant. Comme C'est-à-dire? Comme en 1900. Oh là là, mais est-ce qu'on peut retourner en 1900? Je ne suis pas d'accord que l'on dépense tant d'argent pour les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire pour la guerre d'Algérie. Il faudrait cesser la guerre d'Algérie et donner l'indépendance au peuple algérien. Voilà. C'est curieux, parce qu'on n'entend parler que de présence française, d'Algérie française, et ici je rencontre des gens qui disent qu'on leur donne l'indépendance. Ça, je sais que le peuple n'est pas tout à fait d'accord. Non. Parmi les gens que vous connaissez? Parmi les gens que je connais, il n'y en a pas beaucoup qui sont d'accord pour garder l'Algérie française.
Peut-être que oui, peut-être que non, mais ici, en revanche, dans les campagnes riches et sereines, ou dans chaque paysage, vous avez des clochers qui jouent aux quatre coins. Dans ces petites villes et ces villages de province, où tout changement se fait à regret et comme à retardement, eh bien, l'Algérie française, c'est une chose dont on peut parler librement, et même joyeusement, comme de tout le reste, mais aussi une chose qui demeure en même temps indiscutable. Une image qui est née à la petite école dans les coups de clairon du manuel d'histoire, et histoire, ça rime avec gloire, une gloire qu'on a vue péricliter depuis 20 ans, terriblement. Une armée qui, depuis 20 ans, n'a subi que des humiliations, alors qu'elle reste une association de gens de devoir, en avait plein les fesses. N'est-ce pas? Car c'est une battue qui ne mérite pas ça défense. Il y a même mieux que ça, c'est que pour des parents, des pères de famille, j'en fais partie, hein, et bien, quand vous voyez leurs enfants, hein, pour défendre l'Algérie française, hein, ben, ils ont été contents quand ils ont vu ce coup-là, qu'ils ont dit, à ce coup-là, on va peut-être avoir quelqu'un qui va les commander. C'était pour votre opinion? Si vous disiez un mot, par exemple, juste pour voir à ce point de vue-là, quel est votre sentiment? Si vous disiez Suez, et puis vous demandez ce que ça évoque pour vous. Eh bien, malheureusement, hein, c'est pour Suez, hein, ce qui est le plus regrettable, hein, ben, c'est qu'on les ait coupés au moment où c'était parti à bien faire, autrement, on serait pas emmerdé en Afrique du Nord. Et justement, parce que le général de Gaulle, enfin, c'est ce poignet vigoureux et vainqueur qu'on a espéré si longtemps, on a déchiré ou effacé toutes les affiches qui osent lui dire non au référendum. Et au nom de ses administrés, qui se promènent tranquillement dans des rues paisibles, Monsieur le maire s'est chargé de nous traduire un sentiment qui s'explique tout seul quand on sait ceci. Nous avons en permanence 12 à 15 familles ayant des enfants en Algérie. Ah, parce qu'il se relaie, il est rappelé, évidemment. Ah oui, rappelé, oui. Et quel est le sentiment, en général? Est-ce qu'on voit une issue? D'issue par l'armée, par la force, on ne voit pas d'issue. Il faudrait avoir d'autres lumières que celles que le simple homme de la rue en a pour savoir quelle est la vraie solution. Enfin, une sorte de négociation, vous dites, si c'est pas par la guerre, avec quelqu'un. On semble croire, d'après les informations que nous avons, qu'il y a réellement une très grande majorité de musulmans qui sont sympathiques à la France, qui ne demandent qu'à rester en association avec la France, en collaboration avec la France. Et que ceux qui les félagas, qui sont révoltés, qui n'admettent pas que la France reste en Algérie et que l'Algérie soit rattachée à la France, c'est une infime minorité. Il ne règne à l'heure actuelle que par la force et par les moyens qu'on connaît de sauvagerie, d'assassinat. Et vis-à-vis de ça, il y a des parents en France, en province, qui, si ça continue, parleront évidemment à leur tour, comme cette dame. Oui, oui aussi, bien sûr, moi j'ai un fils qui... Vous avez un fils? Oui, qui est militaire, il est dans les parachutistes aussi. Qui est là-bas? Il n'est pas encore là-bas, il a 10 mois, 11 mois de fait, il est à Pau actuellement et il pense faire les 14 mois en France et ensuite partir en Algérie, bien entendu. Les fameux parachutistes, il y en a qui ne jurent que par eux, il y en a d'autres qui les inquiètent beaucoup. Ah oui, bien sûr. En Algérie, je crois qu'on les aime beaucoup, les parachutistes. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des Algériens. Et je crois Comment voyez-vous la solution, puisque vous êtes très près de ça, de la guerre d'Algérie? J'en vois pas beaucoup, moi. Vous voyez pas? Je sais pas, c'est difficile. Hein. Ceux qui parlent d'indépendance de l'Algérie, ou ceux qui parlent pas d'indépendance du tout, qu'est-ce que vous choisiriez là-dedans aussi? D'instinct, on fait toujours un choix. C'est difficile à venir à bout de ces gens-là, là-bas, vous savez, c'est une... Ces gens-là sont quand même ceux à qui on promet ce qu'on appelle l'intégration. Mais si l'intégration, ça devait vouloir dire l'égalité, alors évidemment, pour 1 million d'Européens, ce serait la fin d'une situation privilégiée. Et il paraît déjà que bon nombre d'entre eux ne seraient pas très enthousiastes. Si on allait voir maintenant, si vous voulez, ce que pense à ce sujet un homme qui est un partisan convaincu du général de Gaulle, mais qui en même temps a gardé cette qualité qui après tout est bien française, qui est de penser par lui-même, M. Thierry Monnier, en lui demandant est-ce que les Européens d'Algérie, certains en tout cas, n'hésiteraient pas beaucoup devant une intégration synonyme d'égalité? Bien sûr, mais enfin, l'idée d'intégration les a quand même contraints, peut-être non sans réserve profonde chez certains d'entre eux, à accepter solennellement cette idée d'égalité et à la mettre en pratique, puisqu'elle est mise en pratique dès le référendum sans opposition, ce qui aurait été inconcevable
il y a seulement deux ans ou un an. Et là-dessus, vous avez quand même face à vous des... On ne sait pas, je crois bien que personne ne sait exactement quelle est la proportion pour l'instant des musulmans qui sont pour ci ou pour ça, mais vous avez un groupe qui lui est terriblement défini, c'est le FLN, ou enfin ceux qui sont près de lui, qui sont des terroristes, qui sont une sorte de maquis, comme on en a vu au XXe siècle assez. C'est une minorité agissante. Oui, mais comment peut-on, enfin l'expérience a semblé prouver que les maquis, ils peuvent durer aussi longtemps qu'ils ont des hommes, et qu'ils peuvent en recruter. Comment peut-on résoudre ce problème-là? Je crois que le problème ne peut être que le problème des maquis algériens, ou du FLN, a été entretenu, et là nous en revenons au début de notre débat, de notre conversation, par l'idée permanente qui existait chez les chefs du FLN que ce qui ne pouvait pas être réalisé immédiatement pourrait l'être à la faveur d'une prochaine crise gouvernementale française, à cause de cette impression de stabilité. À partir du moment où une politique française sera définie, si elle est définie, non plus pour les 3 mois à venir, mais pour des années à venir, je ne suis pas sûr que cette intransigeance du FLN puisse être maintenue, car il n'est pas facile de dire à des combattants du maquis qu'ils sont encore dans le maquis, peut-être pour des années. Est-ce que vous voyez leur intransigeance diminuant, des négociations possibles avec eux? Je ne crois pas beaucoup aux négociations avec le FLN proprement dit, parce qu'il ne représente qu'une partie, difficile à évaluer d'ailleurs, de la population musulmane, et qu'en le désignant comme le représentant de la totalité de la population musulmane, en faisant le représentant de la population musulmane, c'est nous-mêmes qui masserions la population musulmane derrière lui. Alors finalement, je crois que vous voyez la réponse quand même dans la politique française, mais à condition qu'elle soit suffisamment efficace et suivie, et, je sais pas moi, libérale, si vous voulez, pour enlever son attrait. Suffisamment efficace, suffisamment suivi, suffisamment libéral, mais, et je dirais peut-être surtout, défini dès maintenant en termes catégoriques. Et qu'il soit bien entendu que nous n'en changerons pas. Et justement, c'est une politique de ce genre que le général de Gaulle, à peine plébiscité par une majorité écrasante, aussi bien en Algérie qu'en France, est allé proposer ces jours-ci, dans son premier grand discours, ici, à Constantine, une grande ville juste à la frontière entre la Tunisie, tout près de la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Une politique qui prévoit audacieusement pour les 5 années qui viennent une transformation économique et sociale de l'Algérie, et qui dans ces 2 domaines serait une véritable révolution. C'est la transformation profonde de ce pays, si courageux, si vivant, mais aussi si difficile et souffrant, qu'il faut réaliser. Cela veut dire qu'il est nécessaire que les conditions de vie de chacune et de chacun s'améliorent de jour en jour. Cela veut dire que le travail des habitants, les ressources du sol, la valeur des élites doivent être mises au jour et développées. Cela veut dire que les enfants doivent être instruits. Cela veut dire que l'Algérie tout entière doit avoir sa part de ce que la civilisation moderne peut et doit apporter aux hommes en fait de bien-être et de dignité. Non, ce plan qui est plein de souffle et de générosité, et qui donne un sens admirablement concret à ce mot de grandeur que le général de Gaulle affectionne, ce plan, entre autres choses, il prévoit pour tout de suite des emplois pour 400 000 des 700 000 chômeurs qu'il y a en Algérie. D'ici 3 ans, il prévoit que tous les enfants, aussi bien musulmans qu'européens, en Algérie seraient à l'école. Et d'ici 5 ans, que 1/10 au moins de tous les emplois administratifs, aussi bien en France qu'en Algérie, seraient détenus par des musulmans. Seulement, l'autre jour, à Constantine, on a vu des Européens très éminents se détourner et s'en aller avant la fin du discours. Ces hommes très actifs et très influents, qu'on appelle les ultras algériens. Et nous, eh bien, à Paris, à un homme qui, dans le plus indépendant des quotidiens français, qui s'appelle Le Monde, un homme qui analyse dans ce journal les problèmes du jour avec une objectivité qui ne lui permet jamais d'oublier les obstacles, à Jacques Fauvet, on est allé demander justement sa définition d'un ultra-algérien. Oh, un ultra, c'est simple, c'est un homme pour qui il n'y a pas de problème, étant donné qu'il n'accepte aucune autre solution que le statu quo. Le statu quo en Algérie. C'est-à-dire, en réalité,
l'inégalité entre les deux communautés, et c'est-à-dire, en fait, la domination de l'élément européen sur l'élément musulman. Maintenant, juste en passant, ça m'amène à une question. Pourquoi ces gens-là se sont-ils jetés à corps perdu alors dans ce qu'on appelle l'intégration, qui voudrait dire l'égalité? Eh bien, pour eux... Enfin, à première vue, qui a l'air de vouloir dire égalité. C'est là, évidemment, la grande équivoque du mot intégration. Lorsqu'ils pensent à intégration, les ultras ne pensent qu'à l'intégration de l'Algérie à la France, c'est-à-dire le rattachement de la France à l'Algérie. Mais ce qui n'est pas fait depuis 100 ans, ça, les départements et tout ça. Oui, c'est si peu fait quand même que la question se pose. Qu'il y a actuellement encore un gouvernement général d'Algérie, il n'y a pas un gouvernement général de Bretagne. Enfin, en réalité, et c'est évidemment la source de toutes nos difficultés, et peut-être même la cause de la guerre, en 100 ans ou presque, on n'a rien fait en Algérie. On est arrivé, on l'a occupé, on l'a organisé, puis on s'est endormi. Et c'est seulement à partir de 1954 qu'on a découvert que l'Algérie n'avait pas, sauf peut-être dans les villes, suivi l'évolution contemporaine. Et toutes les difficultés viennent de là. Seulement, les ultras ont le sentiment que la moindre concession faite engage sur la voie de l'abandon. Que d'une légère concession, on passe à une concession plus lourde, et que de concession en concession, on arriverait à l'abandon. D'autant plus qu'ils savent tout de même compter. Et si aujourd'hui l'intégration est encore possible, enfin théoriquement possible, il est bien certain que dans une génération, lorsqu'il y aura 14 millions de musulmans et toujours ou presque 1 million de Français, on pourra difficilement maintenir que l'Algérie est comparable à la France. Mais l'intégration signifiant, enfin comme on l'a dit par exemple, Algérie égale Bretagne ou égale Auvergne, ça voudrait dire aussi 100, et à mesure que la natalité monte, 125 ou 150 députés musulmans arabes dans votre Parlement, est-ce que c'est humainement concevable? Ben, ça ne paraît pas concevable du tout. C'est d'ailleurs pourquoi le général de Gaulle est hostile à l'intégration. Je disais tout à l'heure, il a des intentions libérales. Il a simplement des intentions, c'est simplement un homme intelligent. Il se rend parfaitement compte que l'intégration, comme l'entendent les ultras, est impossible. Et c'est pourquoi il se refuse à prononcer le mot. Parce qu'à partir du moment où il aurait prononcé le mot, il serait engagé. De même qu'il refuse de prononcer le mot indépendance. Alors, cette vérité de la palisse apparente qu'il a dit l'autre jour, les musulmans sont des musulmans, ça implique qu'au fond, il reconnaît que l'Algérie et la France, c'est deux choses. Observez d'ailleurs qu'il dit toujours les Algériens ou l'Algérie. Il ne dit pas les Français ou les musulmans d'Algérie. Il dit, et cet après-midi encore, il a dit que la France serait avec l'Algérie et l'Algérie serait avec la France. Il fait donc dans son esprit une distinction bien nette entre la France et l'Algérie. Mais si le général de Gaulle parvient à neutraliser la résistance que sa politique pourrait susciter chez les Européens d'Algérie, il lui restera encore à gagner chez les musulmans d'Algérie, ceux qui, au fond d'eux-mêmes, ne se contentent pas d'une simple distinction entre l'Algérie et la France, mais qui rêvent encore d'indépendance. Et de ces gens-là, il y en aurait, paraît-il, et très nombreux, parmi ces millions qui ont voté oui au général de Gaulle le 28 septembre. En tout cas, c'est ce que soutient une femme qui est une gaulliste enthousiaste, mais qui est aussi une autorité reconnue et respectée de tous sur les problèmes algériens, Madame Germaine Tillon. En réalité, à partir du moment où il y a une aspiration profonde vers une indépendance politique, à ce moment-là, l'intégration devient impossible. Or, c'est ça qui se produit. Est-ce qu'elle est profonde, justement? Vous les avez connus, vous avez évoqué récemment elle est indiscutable. Ce jeune du FLN que vous avez rencontré, par exemple, à Alger. Et c'était un jeune, mais c'était aussi le chef de toute la région d'Alger. Elle est, en réalité, cette aspiration vers l'indépendance, chez les uns, elle est très profonde, ceux qui sont les membres actifs du FLN. Mais chez d'autres, elle est plutôt une solidarité avec eux qu'une aspiration commune. Par exemple, la famille en Algérie est une famille très forte, très vigoureuse et très nombreuse. Moi, je connais des quantités de familles algériennes. Et je ne connais pas de famille dans lesquelles il n'y a pas un membre qui est du FLN, et même quelquefois un membre qui est dans le sens contraire du FLN. Alors tout le reste de la famille se trouve non pas partagé, c'est très rare, il se trouve surtout du côté de la victime. Par exemple, si vous avez une famille où il y a le père qui a été victime du FLN, vous verrez une famille entière qui virera contre le FLN. C'est un peu comme à l'oriental, quoi. La famille, avant tout, est solidaire. C'est l'unité essentielle. Mais non, c'est pas l'unité essentielle, car actuellement, il y a aussi une aspiration nationale. Il y a une aspiration vers une unité.
vers une communauté. Alors, comment expliquez-vous le vote de 97%? Est-ce qu'il voudrait dire simplement que les musulmans ont voté oui parce qu'ils espèrent que De Gaulle va leur donner l'indépendance? Mais oui, pourquoi pas? Ah bon? C'est sûr, vous pouvez être sûr qu'il y en a une grande partie qui ont pensé ça. Mais évidemment, s'ils ont pensé ça, ils sont obligés de déchanter maintenant, puisque l'autre jour à Constantine, le général de Gaulle a promis l'égalité, mais pas l'indépendance. Et alors, ceux qu'on appelle le FLN ou les Fellaga, les combattants du maquis rebelle, qui sont soutenus et armés par tout le reste du monde arabe, et qui viennent de former il y a quelques jours un gouvernement en exil au Caire, en jurant de combattre jusqu'à l'indépendance, quelle sera maintenant leur réponse à une politique généreuse, de fraternité, mais sans l'indépendance? Quelle sera leur réponse à cet appel à la fois logique et passionné qui leur a été adressé directement? Je leur dis à ceux-là, pourquoi tuer? Il faut faire vivre. Pourquoi détruire? Le devoir est de construire. Pourquoi haïr? Il s'agit de coopérer. Cessez ces combats absurdes. Et aussitôt, on verra l'espérance refleurir partout sur les terres de l'Algérie. On verra se vider les prisons. On verra s'ouvrir un avenir assez grand pour tout le monde, en particulier pour vous-même. Et puis m'adressant à tels États qui jettent ici de l'huile sur le feu, tandis que leur peuple douloureux halète sous les dictatures, je leur déclare ce que la France est en mesure d'accomplir ici, ce que la France seulement est en mesure de réaliser. Pouvez-vous le faire, vous autres? Non. Alors, il reste à voir si cet homme, qui est à coup sûr l'incarnation d'elle-même la plus impressionnante que la France puisse s'offrir en ce moment, il reste à voir s'il est capable de réussir ce miracle qui, à notre époque, n'a pas encore été réussi nulle part. Ce miracle qui serait de marier des courants très puissants et contraires, de concilier des hommes qui se battent furieusement entre eux pour des intérêts, des idées ou des mirages qui s'entrechoquent. Et capable aussi de les réunir, les rassembler tous au bas de la même tribune, pour leur faire chanter en chœur, à l'unisson, à la fois en arabe et en français,